Entre 1966 et 2022, les hommes figurant sur cette liste ont été responsables de centaines de meurtres confirmés répartis dans 5 pays sur 3 continents. Ils ont ordonné l'assassinat de gardiens de prison. Ils ont brûlé des hommes vifs dans le désert. Ils ont exécuté 8 de leurs propres frères dans une grange avant d'abandonner les corps dans le champ d'un fermier. Ils ont bâti des empires criminels qui ont survécu à leur liberté et, dans certains cas, à leur propre vie. Voilà à quoi ressemble le monde des one-percenters lorsqu'il va jusqu'à son extrême. Voici les 11 one-percenters les plus impitoyables de l'histoire des MC. 1. Wayne Celestine. Il était 8h30 du matin, le 8 avril 2006, lorsque Russ Steele et son épouse sortirent de sur leur propriété près de Shedden, Ontario, et découvrirent 4 véhicules stationnés dans leur champ, alors qu'ils n'y étaient là pas la veille au soir. 3 voitures et une dépanneuse, sans conducteur et sans le moindre mouvement. Steele tenta de regarder à l'intérieur de l'un des véhicules, mais une couverture avait été tirée devant la vitre. Il nota les numéros de plaque d'immatriculation et appela la police. Lorsque les policiers arrivèrent et ouvrirent les véhicules, ils découvrirent 8 hommes entassés à l'intérieur, chacun ayant reçu une balle dans la tête selon le mode opératoire d'une exécution. Les enquêteurs identifièrent 6 d'entre eux comme des membres full patch ontariens du Bandidos Motorcycle Club, dont leur président national, John Musketer, âgé de 48 ans. Les 2 autres étaient un membre prospect et un associé. Au fil de l'enquête, les détectives établirent que les 8 hommes s'étaient rendus la veille au soir dans une ferme située à Iona Station, après avoir reçu l'ordre d'assister à une réunion obligatoire du Church convoquée par leur propre sergent at arms national. Son nom était Wayne Celestine, et dans l'univers des clubs de motards one-percenters, il était exactement le genre d'homme pour lequel cette liste a été créée. Ancien dirigeant de 2 gangs de motards de l'Ontario, il avait passé des décennies à se forger une réputation de violence si constante et si extrême que, même dans une culture célébrant la brutalité, son nom avait une résonance particulière. Au début de l'année 2006, les bandidos canadiens se fracturaient de l'intérieur. Le chapitre de Toronto, connu sous le nom de No Surrender Crew, avait reçu l'ordre de la direction américaine à Houston de rendre ses patchs et de se dissoudre. Ils refusèrent. Houston donna alors directement l'ordre à Celestine. Retirer lui-même les patchs des membres de Toronto ou être expulsé. Ce que Houston ignorait, c'est que Celestine avait déjà décidé d'une toute autre issue. La veille de la réunion, Celestine fit évacuer la ferme de toute personne susceptible d'être témoin. Sa conjointe de fait et sa fille furent envoyées chez des amis. La petite amie de l'un de ses complices fut également éloignée. Une fois la ferme vide, Celestine et les hommes qu'il avait fait venir de Winnipeg parcoururent la maison en récupérant les armes cachées dans leurs planques. Ils les nettoyèrent, les chargèrent, puis attendirent. Le chapitre de Toronto arriva un par un ce soir-là, leurs phares fendant l'obscurité, tandis qu'ils s'engageaient dans l'allée de Aberdeen Line. 8 hommes qui avaient parcouru la route jusqu'à une ferme isolée de l'Ontario, parce que leur propre sergent at arms avait convoqué une réunion, et dans ce milieu-là, on ne refusait pas. À mesure que chaque véhicule arrivait, ses occupants étaient dirigés vers la grange. L'un des hommes de Winnipeg présents cette nuit-là déclara plus tard au tribunal que Celestine avait répété le même avertissement à ses complices durant les 2 semaines précédant le massacre. S'ils en tuaient un, ils devraient tous les tuer. C'est exactement ce qu'ils firent. Ce qui s'est passé dans cette grange fut ensuite décrit devant le tribunal par un bandido de Winnipeg présent cette nuit-là, qui devint informateur de la police en échange d'une immunité totale et d'un programme de protection des témoins. Connu uniquement sous les initiales MH, il expliqua que Celestine avait posté un complice armé dans le grenier de la grange et que les membres de Toronto étaient amenés au rez-de-chaussée un par un. Il témoigna qu'une victime s'était avancée vers son meurtrier en tendant la main pour la lui serrer avant d'être abattu. Monsieur H décrivit le bruit des coups de feu qui suivirent comme du pop-corn qui éclate.
Chaque homme fut sorti séparément de la grange, conduit jusqu'à son propre véhicule, puis abattu d'une balle dans la tête à l'intérieur. Les corps furent ensuite transportés à une dizaine de miles de là et abandonnés dans le champ de Steele avant l'aube. La police perquisitionna la ferme de Celestine l'après-midi suivant et l'arrêta sans poursuite. Lors de son audience préliminaire en janvier 2007, il fit un doigt d'honneur au journaliste, tira la langue et articula une insulte en direction d'un dessinateur judiciaire. Le procès débuta à London, Ontario, en mars 2009 et dura 6 mois, avec les témoignages de plus de 70 témoins. Le 29 octobre 2009, Celestine fut reconnu coupable de 6 chefs de meurtre au premier degré, tandis que 5 complices furent condamnés pour les autres chefs d'accusation. Tous reçurent une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. 8 hommes sont allés dans une ferme pour une réunion du club, et les bandidos au Canada sont morts avec eux. 2. Donald Chambers. Avant qu'il n'existe un empire. Bandidos s'étendant sur 22 pays et comptant 5000 membres, il y avait un homme au Texas qui avait décidé que tous les clubs de motards qu'il avait rencontrés étaient trop faibles. Son nom était Donald Eugene Chambers et, en 1966, il fonda le Bandidos Motorcycle Club à San Leon, Texas, après son retour du Vietnam. Il ne bâtit pas le club sur la fraternité, la loyauté ou l'amour partagé de la route. Il le bâtit sur l'idée que la violence n'était pas un dernier recours. C'était le premier langage de quiconque voulait être pris au sérieux dans le monde qu'il créait. Chambers était un marine. Il avait connu le combat et en était revenu avec un état d'esprit pour lequel la vie civile n'offrait aucun cadre. Les clubs de motards existants qu'il découvrit à son retour lui semblaient trop confortables, trop disposés à coexister avec un monde qui ne respectait pas les hommes comme lui. Il créa donc le sien et en fixa le ton dès le départ d'une manière que personne roulant à ses côtés ne pourrait jamais mal interpréter. En 1970, 2 trafiquants de drogue s'en prirent aux Bandidos. Les détails du différend ont été consignés dans les archives judiciaires, mais sa nature était simple. Ils avaient fait des affaires avec le club et ils avaient triché. Dans la plupart des organisations, une telle faute entraîne un passage à tabac, un avertissement ou, au pire, une expulsion. Chambers avait en tête une réponse totalement différente. Il emmena les 2 hommes dans le désert du Texas. Mais avant de les tuer, il les obligea à creuser leur propre tombe. 2 hommes à genoux dans la poussière, sous le soleil du Texas, creusant les fosses où ils allaient être enterrés pendant que Chambers les observait. Puis il les brûla vifs. Chambers fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Mais le modèle qu'il avait établi durant les 4 premières années d'existence des Bandidos ne disparut pas avec son emprisonnement. Chaque chapitre ayant un jour porté les couleurs rouge et or a évolué dans l'ombre de ce que Chambers avait démontré dans ce désert en 1970, que les Bandidos n'étaient pas un club qui tolérait qu'on le défie, que les conséquences d'un affront n'étaient jamais proportionnées, que les hommes portant ce patch avaient été fait un choix sur la manière dont ils vivraient dans ce monde, et que ce choix ne laissait aucune place aux demi-mesures. Aujourd'hui, les Bandidos possèdent des chapitres dans 22 pays et des milliers de membres patchés à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. Ils sont l'un des 4 plus grands clubs de motards hors la loi de la planète. Chacun de ces chapitres fait remonter sa lignée à un homme qui força 2 trafiquants de drogue à creuser leur propre tombe dans le désert du Texas avant de les incendier. C'est sur cette fondation que les Bandidos ont été construits, et Chambers l'y a posé de ses propres mains. 3. Yves Apache Trudeau. Dans toute l'histoire du crime organisé au Canada, aucun individu n'a un nombre de victimes confirmées supérieur à celui de Yves Apache Trudeau. Aucun parrain de la mafia, aucun tueur à gage de carrière. Personne. Membre du Hells Angels Motorcycle Club d'un chapitre situé près de Montréal, il a avoué 43 meurtres. Et les tribunaux ont considéré ses aveux comme véridiques parce que les preuves confirmaient chacun d'entre eux. 43.
Trudeau a gagné son surnom de Mad Bomber, non pas comme une figure de style, mais comme une véritable description de son métier. Il travaillait comme tueur à gages à la fois pour les Hells Angels et pour le milieu du crime organisé de Montréal, à une époque où les deux étaient étroitement liés dans le trafic de drogue au Québec. Ses méthodes de prédilection comprenaient les explosifs, qu'il utilisait avec une telle régularité et une telle précision que son surnom lui est de rester. Mais les bombes n'étaient pas son seul outil. Il tuait de la manière exigée par le contrat, et il était suffisamment fiable pour que les Angels, comme la mafia, continuent de faire appel à lui. Il survécut à une tentative d'assassinat qui aurait coûté la vie à la plupart des hommes. Cette tentative venait de l'intérieur même de l'organisation qu'il servait, ce qui en disait long sur le monde dans lequel il évoluait. Ses rivaux voulaient sa mort non pas parce qu'il était incompétent, mais parce qu'il était suffisamment efficace pour inspirer la crainte à ceux qui auraient dû être de son côté. Il survécut et continua son travail. En 1985, Trudeau devint informateur. Il fournit aux autorités un récit détaillé de ses 43 meurtres en échange d'une peine considérablement réduite. L'homme qui avait tué plus de personnes que la plupart des guerres, n'en font lors d'un seul affrontement, reçut une peine reflétant sa coopération plutôt que le nombre de ses victimes. Il fut libéré en 2004 après avoir purgé une peine qui représentait moins d'1 an par meurtre. Mais c'est ici que cette histoire devient quelque chose que même les observateurs les plus cyniques du système judiciaire peinent à comprendre. En 2017, Yves Apache Trudeau, l'homme qui avait avoué 43 meurtres et quitté la prison après moins de 2 décennies, fut de nouveau arrêté. Pas pour quoi que ce soit lié à ses années passées chez les Hells Angels. Pas pour les contrats qu'il avait exécutés pour la mafia de Montréal. Il fut arrêté pour des agressions sexuelles sur des enfants. L'homme qui avait tué 43 personnes et négocié sa liberté avait passé ses années hors de prison à devenir un tout autre type de prédateur. Le système judiciaire qui lui avait offert une seconde chance grâce à sa coopération avait produit une issue que personne dans cette salle d'audience, en 1985, n'avait anticipée ni souhaitée. 43 meurtres, libéré en 2004, arrêté pour des abus sur enfants en 2017. Voilà toute la trajectoire de Yves Apache Trudeau. Et il n'existe aucun cadre dans lequel une partie de cette histoire ait du sens, si ce n'est celui qu'offre le monde des one-percenters. Dans cet univers, les conséquences n'étaient jamais proportionnelles aux actes. Elles étaient négociables. Et Trudeau a passé toute sa vie à le démontrer. 4. Harry Taco Bowman. En 1984, Harry Bowman devint président international du Outlaws Motorcycle Club. Il occuperait ce poste pendant 15 ans et, durant cette période, il transformerait les Outlaws en ce que le FBI décrirait plus tard comme l'une des organisations criminelles les plus dangereuses opérant sur le sol américain. Pourtant, personne regardant Bowman de l'extérieur ne l'aurait deviné. C'était précisément le but. Bowman était rasé de près et toujours impeccablement soigné, à une époque où la culture des motards hors la loi célébrait exactement l'inverse. Il portait des costumes coûteux, il envoyait ses enfants dans des écoles privées. Il conduisait une Cadillac blindée et partageait sa résidence entre le Michigan et la Floride, tout en entretenant plusieurs petites amies à travers le pays. Tout cela en dirigeant une organisation criminelle comptant 30 chapitres aux États-Unis et 20 autres répartis dans 4 pays supplémentaires. Les forces de l'ordre le décrivaient comme le premier chef motard homme d'affaires, un homme ayant un pied dans le monde légal et l'autre dans le monde des motards, et qui comprenait que c'était son pied dans le monde légal qui permettait de dissimuler l'autre. Depuis sa base située dans une banlieue aisée de Détroit, Bowman dirigeait les Outlaws, comme une entreprise dirige ses bureaux régionaux. Les présidents de chapitre rendaient compte aux présidents régionaux, qui lui rendaient eux-mêmes compte. La chaîne de commandement était claire, et les conséquences de toute désobéissance l'étaient tout autant. Il intensifia la guerre des Outlaws contre les Hells Angels dans le Midwest, au moyen d'une campagne de violence ciblée comprenant des attentats à la bombe contre les clubhouses rivaux, ainsi que l'assassinat de membres et d'associés des Hells Angels dans plusieurs États.
Il ordonna des enlèvements. Il ordonna des attaques incendiaires. Il ordonna des meurtres, et les hommes à qui il donnait ses ordres les exécutaient, car l'alternative était quelque chose qu'aucun d'eux ne souhaitait découvrir par lui-même. En 1991, Bowman fit un mouvement qui faillit lui coûter la vie pour une toute autre raison. Les Outlaws commencèrent à extorquer des criminels libanais à Détroit qui versaient traditionnellement de l'argent de protection à la mafia de Détroit. Lorsque la mafia l'apprit, elle plaça un contrat sur la tête de Bowman. 2 hommes de main de la mafia furent chargés de le tuer et furent interceptés sur écoute du FBI en train de discuter du projet d'assassinat alors qu'il passait devant sa maison. Dans l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire du crime organisé américain, le FBI rencontra ensuite Bowman sur un parking de Détroit pour l'avertir que la mafia voulait sa mort. Les agents durent le convaincre qu'il ne lui tendait pas un piège. Bowman assimila l'information, négocia une rencontre avec les dirigeants de la mafia de Détroit et repartit vivant de cette réunion avec une part encore plus importante des profits criminels. L'homme que le gouvernement tentait de poursuivre venait d'utiliser les renseignements du gouvernement pour survivre à un contrat de la mafia. Mais le dossier fédéral contre lui continuait de s'étoffer. En 1997, Bowman fut inculpé de 10 chefs d'accusation, notamment au titre du RICO, pour trafic de drogue, infractions liées aux explosifs et possession illégale d'armes à feu. Le FBI perquisitionna sa résidence, mais ne put lui signifier l'acte d'accusation à temps. Bowman disparut dans un réseau de planques des Outlaws à travers le pays. En mars 1998, sa photographie fut affichée dans les bureaux de poste de tout le territoire américain en tant que numéro 453 sur la liste des 10 personnes les plus recherchées du FBI, avec une récompense de $50 000 pour toute information conduisant à son arrestation. Il resta caché pendant 15 mois, passant d'une planque à l'autre tandis que ses lieutenants dirigeaient le club en son nom. En juin 1999, il fit une unique visite à sa famille dans leur maison de Sterling Heights, Michigan. Le FBI l'attendait. Il fut arrêté sans incident. Le procès dura 12 semaines à Tampa, Floride. D'anciens membres des Outlaws témoignèrent contre lui, expliquant comment ils avaient fait exploser des clubhouses rivaux et jeter des membres du club considérés comme défaillants du haut des balcons de motels. Lorsque le jury rendit son verdict, Bowman avait été reconnu coupable de racket, de complot en vue de commettre un meurtre, de trafic de drogue et d'infractions liées aux armes à feu en lien avec des crimes couvrant près de 2 décennies de sa présidence. Il fut condamné à 2 peines de prison à perpétuité, auxquelles s'ajoutèrent 83 années. L'acte d'accusation soulignait que sa réputation dans les milieux motards rivalisait avec celle de Sonny Barger. Barger bâtit les Hells Angels en un empire mondial et mourut à 83 ans, entouré de 7000 personnes venues lui rendre hommage. Bowman transforma les Outlaws en une redoutable organisation criminelle internationale et mourut dans une prison fédérale le 3 mars 2019, sans avoir jamais retrouvé la liberté après son arrestation. Le chef motard, homme d'affaires, avait gardé un pied dans le monde légal durant toute sa carrière. À la fin, le monde légal lui prit tout ce qu'il possédait. 5. Maurice Mom Boucher. Il existe une forme particulière d'impitoyabilité qui distingue les hommes qui utilisent la violence pour protéger des activités criminelles de ceux qui utilisent la violence pour s'attaquer au système conçu pour les arrêter. La plupart des figures du crime organisé appartiennent à la première catégorie. Ils tuent leurs rivaux. Ils tuent les informateurs. Ils tuent ceux qui les ont trahis d'une manière que le monde criminel considère comme une justification légitime à des représailles. Maurice Mom Boucher appartenait à la seconde catégorie. Et la décision qui l'y plaça fut l'un des actes d'agression criminelle les plus audacieux de l'histoire du Canada. À l'été 1997, Boucher ordonna l'assassinat de 2 gardiens de prison québécois. Pas des rivaux, pas des informateurs, pas des hommes qui l'avaient personnellement ou professionnellement trahi. Des hommes qui partaient travailler chaque matin en uniforme et retrouvaient leur famille le soir. Diane Lavigne fut abattue le 26 juin 1997
alors qu'elle rentrait chez elle, après son service au centre de détention de Rivière-des-Prairies. Pierre Rondeau fut tué par balle le 8 septembre 1997 dans un autobus de transport de détenus. Un second gardien survécut à la même attaque avec de graves blessures. Les deux assassinats furent commis par des prospects des Hells Angels, agissant sur les instructions directes de Boucher. Le calcul derrière cet ordre était précis et froid. Boucher ne faisait pas tuer ces personnes sous l'effet de la colère ou de l'impulsion. Il prenait une décision stratégique visant à remodeler l'environnement dans lequel fonctionnait le système judiciaire québécois. Si des gardiens de prison pouvaient être assassinés sur le chemin du retour après leur travail, alors chaque personne impliquée dans le traitement des affaires criminelles au Québec avait une raison d'avoir peur. Les témoins seraient plus réticents. Les gardiens seraient moins disposés à témoigner. La machine judiciaire ralentirait. Et dans cet environnement plus lent et plus prudent, Boucher et les Hells Angels du Québec disposeraient de davantage de liberté pour agir. Mais cette stratégie s'effondra sous le poids de sa propre audace. Les assassinats n'intimidèrent pas le système judiciaire québécois jusqu'à la paralysie. Ils produisirent exactement l'effet inverse. L'ampleur et la nature directe de cette attaque déclenchèrent une réaction des forces de l'ordre d'une intensité que les Hells Angels n'avaient encore jamais connue dans la province. Boucher fut arrêté et accusé d'avoir ordonné ces meurtres. Son premier procès, en 1998, se solda par un acquittement. Le jury le déclara non coupable et il quitta librement le palais de justice. La réaction du public fut immédiate et durable. Des manifestations éclatèrent devant le tribunal. Une crise politique secoua le gouvernement du Québec. L'acquittement fut porté en appel au motif que le juge du procès avait mal orienté le jury et un nouveau procès fut ordonné. En 2002, Boucher fut reconnu coupable de 2 chefs de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais cette condamnation ne le priva pas immédiatement de son pouvoir. L'organisation qu'il avait bâtie était structurée pour fonctionner même avec ses dirigeants derrière les barreaux, et Boucher continua à diriger les opérations depuis sa cellule pendant des années après sa condamnation. Il fallut des efforts constants et délibérés de la part des autorités pénitentiaires pour l'isoler suffisamment afin de mettre fin à sa capacité à diriger les Hells Angels du Québec depuis une cellule de prison. Boucher était issu de la pauvreté et avait passé sa carrière à bâtir une organisation qui, au plus fort de la guerre des motards au Québec, fut responsable de plus de 160 morts. La guerre qu'il contribua à orchestrer entre les Hells Angels et les Rock Machines n'était pas un simple conflit entre 2 clubs se disputant un coin de rue. C'était une campagne prolongée pour le contrôle du marché de la drogue au Québec qui dura une décennie et laissa des cadavres dans toute la province, y compris celui de Daniel Desrochers, un garçon de 11 ans tué en 1995 lorsqu'une voiture piégée installée par des associés des Angels explosa alors qu'il passait à côté dans un stationnement de Montréal. Les gardiens de prison qu'il fit assassiner en 1997 n'avaient aucun lien avec cette guerre. Ils étaient un message, et le message que le système judiciaire québécois, lui, renvoya en 2002 était que certains messages entraînent des conséquences dont aucune structure organisationnelle ni aucune manœuvre juridique ne peut vous protéger éternellement. Il est toujours en prison. Les gardiens qu'il a fait tuer ont laissé derrière eux des familles qui, depuis plus de 20 ans, regardent vieillir dans une cellule l'homme qui a donné ses ordres. Dans ce monde-là, cela tient lieu de justice. Quant à savoir si cela suffit, c'est une toute autre question. 6. Mick Howie. Le matin du 22 mars 2009, un vol Qantas reliant Melbourne à Sydney atterrit à l'aéroport de Sydney, avec à son bord 2 groupes d'hommes qui n'auraient jamais dû se trouver dans le même avion. D'un côté se trouvaient des membres influents des Hells Angels, dont le président du chapitre de Guildford, Derek Wainohu. De l'autre se trouvaient des membres des Comancheros, dont leur président national Mahmoud Mick Howie. Les 2 clubs étaient en guerre depuis plusieurs mois. Chaque homme à bord de cet avion savait parfaitement qui était assis autour de lui. Et lorsque l'appareil entama sa descente,
Les deux camps avaient déjà sorti leur téléphone pour envoyer des messages à leurs hommes au sol. Les renforts étaient déjà en route vers le terminal, avant même que les roues de l'avion ne touchent le tarmac. Howie était devenu président national des Comancheros en 2003, à l'âge de 22 ans. Il avait pris la tête d'un club encore en pleine reconstruction, après que le massacre de Milpera de 1984 eut pratiquement anéanti sa direction d'origine, et il en fit quelque chose de totalement nouveau. Sous Howie, les Comancheros abandonnèrent ce qu'il restait de leur ancienne identité et se reconstruisirent autour d'une génération plus jeune et plus agressive, recrutée en grande partie dans les banlieues ouest de Sydney. Le club, autrefois fondé par un immigré écossais ayant un passé militaire, était désormais dirigé par un jeune homme de 22 ans d'origine libanaise qui ne portait aucun intérêt aux traditions de l'organisation dont il avait hérité. Ce qui l'intéressait, c'était le territoire, les marchés et le type de domination qui oblige les rivaux à comprendre les conséquences de toute résistance. Les Hells Angels résistaient. Les mois précédant l'affrontement à l'aéroport furent marqués par une série d'incidents de plus en plus violents entre les deux clubs. Des attaques incendiaires contre des clubhouses, des fusillades depuis des véhicules en mouvement, un homme blessé par balle au genou lors d'un salon de la moto à Silverwater. Les deux camps savaient que cette tension finirait par éclater. Ce que personne n'avait imaginé, c'est qu'elle exploserait dans le hall des départs du terminal domestique le plus fréquenté du pays, devant des centaines de témoins, dont des familles avec leurs enfants. L'avion atterrit à 13h30. Alors que les passagers traversèrent le terminal, un Comanchero regarda Wainohu et prononça des mots que les témoins répéteraient plus tard devant le tribunal. « Allez les gars, on y va !» Ce qui suivit dura environ 30 secondes. Des bornes métalliques furent arrachées du sol et utilisées comme armes. Des hommes se frappèrent à coups de poing et de pied à travers le terminal, tandis que les passagers prenaient la fuite. Au centre de la bagarre, Anthony Zervas, âgé de 29 ans et frère du membre des Hells Angels, Peter Zervas, s'effondra. Il reçut un violent coup de barre métallique sur la tête, décrit par la police comme ayant été porté avec une force considérable. Son frère Peter s'agenouilla à ses côtés. Anthony Zervas mourut sur le sol du terminal. Il n'était membre patché d'aucun club. Il était simplement le frère de l'un d'eux. Howie fut reconnu coupable de meurtre. Il fut condamné à une peine minimale de 21 ans de prison. Son équipe juridique fit appel et la condamnation fut ensuite requalifiée en homicide involontaire, avec une période incompressible de 7 ans. Il fut libéré sous condition en 2015. 3 ans plus tard, le 14 février 2018, Howie était assis dans sa Mercedes sur le parking d'une salle de sport à Rockdale, Sydney, lorsqu'un homme l'abattit. Personne n'a jamais été inculpé pour son meurtre. L'homme qui était devenu président national des Comancheros à 22 ans, qui avait dirigé l'affrontement ayant coûté la vie à un homme dans l'aéroport le plus fréquenté d'Australie et qui avait purgé 6 années d'une peine pour meurtre avant de retrouver la liberté, fut abattu sur le parking d'une salle de sport le jour de la Saint-Valentin, à l'âge de 37 ans. Les Comancheros qui l'avaient bâti continuèrent leurs activités. Les Hells Angels contre lesquels il avait fait la guerre continuèrent les leurs. Et celui qui appuya sur la détente sur le parking de Rockdale n'a jamais été identifié. 7. Anthony Snodgrass Spencer. Chaque guerre a besoin d'un élément déclencheur. La guerre qui mena au Father's Day Massacre de 1984 eut l'un des déclencheurs les plus banals de toute l'histoire de la violence des clubs de motards hors la loi. Un président de club surpris dans une situation compromettante avec la femme d'un membre. Une audience disciplinaire qui n'eut jamais lieu. Une scission. Et un homme nommé Anthony Snodgrass Spencer qui transforma ce qui aurait dû rester un simple conflit interne en la journée la plus sanglante de l'histoire des motards australiens. Spencer n'était pas censé être le genre d'homme qui déclenche des guerres. Il était né à Tamworth, New South Wales, dans des circonstances qui ne lui avaient dit rien offert. Sa mère se suicida alors qu'il était enfant. Son père était absent. Il grandit en passant d'une famille d'accueil à une autre et dans des institutions de Sydney où, à l'âge de 11 ans, des garçons d'un foyer anglican lui maintinrent la tête sous l'eau dans une baignoire dans une tentative ratée de le noyer.
Cet épisode lui laissa une peur de l'eau qui le poursuivit toute sa vie. Il resta presque illettré durant toute son existence et tint un journal intime rempli de fautes d'orthographe depuis son adolescence jusqu'à la veille de sa mort. Il rejoignit la Royal Australian Navy à 17 ans, ce qui, selon son journal, était une tentative de vaincre sa peur. Il en fut renvoyé avec déshonneur. Lorsqu'il rejoignit peu après le Comanchero Motorcycle Club sous la direction de son fondateur Jock Ross, il y trouva la première chose qui lui avait jamais donné le sentiment d'avoir une famille. Il mentit sur son service militaire pour être accepté, prétendant avoir combattu au Vietnam alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds. Il désirait tellement appartenir à quelque chose qu'il inventa tout un passé afin de se rendre digne d'en devenir membre. Ross devint, selon les propres mots écrits de Spencer, le père qu'il n'avait jamais eu. Mais à la fin de l'année 1983, cette famille de substitution vola en éclats. Des membres du club surprirent Ross dans une situation compromettante avec l'épouse d'un autre Comanchero. En tant que Sergeant at Arms, Spencer soutint l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre Ross. Ross refusa de se présenter à 2 audiences successives et, lors de la 3e, annonça simplement que le club serait divisé en 2 chapitres avant de quitter la réunion. Spencer et les frères Campbell restèrent au clubhouse de Birch Grove. Ross et ses fidèles ouvrirent un nouveau clubhouse à Harris Park. La rupture fut d'abord personnelle avant de devenir organisationnelle, et elle ne cessa jamais d'être personnelle. 2 ans plus tôt, Spencer avait rendu visite à des chapitres des Bandidos aux États-Unis et avait été impressionné par le respect qu'on lui témoignait. Il contacta le président national des Bandidos, Ronnie Hodge, et obtint l'autorisation de transformer son chapitre de Birch Grove en premier chapitre australien des Bandidos. Les nouveaux membres brûlèrent leurs couleurs des Comancheros lors d'une cérémonie. Ce geste était destiné à être définitif et à être vu. C'était autant une déclaration qu'une démission. En août 1984, les 2 clubs s'étaient déclaré la guerre par téléphone. Spencer et Ross parlèrent directement. L'appel se termina par une déclaration de guerre. Les 2 clubs fortifièrent leur clubhouse et armèrent leurs membres. Une annonce pour une bourse d'échange de motos organisée au Viking Tavern de Milpera. Le 2 septembre 1984 devint la date que les 2 camps entourèrent sur leur calendrier. En Australie, la fête des pères tombe le premier dimanche de septembre. Le 2 septembre 1984, des familles se trouvaient à l'intérieur du Viking Tavern en regardant The Blues Brothers sur le téléviseur du bar lorsque les Comancheros arrivèrent sur le parking. 19 hommes, lourdement armés, prirent position et attendirent. 20 minutes plus tard, 34 bandidos arrivèrent, parmi lesquels Spencer et les frères Campbell. Ce qui suivit dura 10 minutes. Fusils à pompe, une carabine Rossi, .357 Magnum, batte de baseball. 6 motards furent tués ainsi qu'une adolescente de 14 ans nommée Leanne Walters, venue à la bourse d'échange parce qu'elle adorait les motos, frappée au visage par une balle perdue et tuée sur le parking. Spencer ne tira pas un seul coup de feu. Il resta dans sa voiture pendant toute la bataille. Lorsque tout fut terminé et que les morts furent comptés, il sortit pour aider à évacuer les blessés. Cette nuit-là, il fondit en larmes en disant à sa petite amie « Ils nous ont tués. Shadow et Chop sont morts. Il voulait nous tuer. Il avait déclaré la guerre. Il avait organisé le camp qui la mena. Et lorsque les tirs commencèrent, il resta assis dans sa voiture. » Les membres du club qui l'avaient conduit sur ce parking le qualifièrent de lâche avant même le début de son procès. Accusé de meurtre par responsabilité indirecte, Spencer fut incarcéré à la prison de Parkley dans l'attente de son jugement. Mais Spencer ne comparaîtrait jamais devant un tribunal. Le 28 avril 1985, il fut retrouvé mort dans sa cellule. Il s'était pendu. Son avocat déclara plus tard que, l'après-midi précédant sa mort, Spencer était arrivé en retard à un rendez-vous médical où il devait récupérer des sédatifs prescrits pour l'aider à dormir. Les médicaments lui furent refusés parce qu'il était en retard. Cette nuit-là, il utilisa la ceinture de son pantalon.
Le garçon qui avait grandi entre familles d'accueil et institutions, dont la tête avait été maintenue sous l'eau lorsqu'il était enfant, qui avait menti sur son passé militaire pour rejoindre un club qui ressemblait enfin à une famille, avait déclenché une guerre qui coûta la vie à 7 personnes et modifia définitivement les lois australiennes sur les armes à feu. Et il mourut dans une cellule de prison avant d'avoir eu à répondre de tout cela. 8. Francesco Cisco Lenti. Dans l'univers des clubs de motards hors la loi de l'Ontario, Francesco Cisco Lenti occupait une place inhabituelle, même selon les critères d'un monde peuplé d'hommes hors du commun. Il avait porté les couleurs de près d'une demi-douzaine de clubs en l'espace de 2 décennies. Les Satan's Choice, les Rebels, les Bandidos, les Loners, qu'il avait lui-même fondés. En 1999, le journaliste Yves Lavigne le décrivit comme le papillon social du milieu des motards hors la loi. Le tempérament impulsif de Lenti le poussait à passer d'un gang à l'autre, chaque fois qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. Ses collègues du milieu des motards de l'Ontario le surnommaient le motard velcro. Les patchs ne cessaient de se décoller pour réapparaître ailleurs. Mais ce surnom qui semblait amusant cachait une réalité que personne ayant déjà affrontée, Lenti ne trouvait drôle. Il avait une habitude lors des bagarres qui le distinguait des hommes réglant leurs différends à coups de poing ou d'armes. Lenti arrachait les yeux de ses ennemis. Pas en dernier recours. Pas dans le chaos d'une bagarre où tout pouvait arriver. Délibérément. Le journaliste Peter Edwards, qui couvrait le milieu des motards de l'Ontario pour le Toronto Star, écrivit que personne ne pouvait être certain de sortir vainqueur d'un combat contre Lenti, et que ceux qui affrontaient ce vétéran des motards repartaient parfois avec un œil fonctionnel en moins. Cette réputation n'était pas une rumeur. Elle était suffisamment documentée pour devenir une partie intégrante de l'image que le milieu des motards de l'Ontario avait de lui et de ce que signifiait l'affronter. Lenti naquit en 1947 à Woodbridge, Ontario, de parents immigrés italiens. Il fonda le Loners Motorcycle Club et en fit l'un des clubs hors la loi les plus importants de l'Ontario avant que son tempérament instable ne le pousse vers d'autres horizons. Il entretenait des relations avec plusieurs figures de la mafia ontarienne, notamment des membres de la famille Musitano de Hamilton. Il ne fut jamais membre intronisé d'une famille du crime organisé, mais il évoluait avec suffisamment d'aisance dans ces cercles pour que la frontière entre le monde des motards et celui de la mafia soit souvent imperceptible dans son histoire. En décembre 2006, une confrontation éclata dans le hall du club Pro Adult Entertainment à Toronto entre Lenti et David Dread Buchanan, Sergeant at Arms du chapitre Ouest Toronto des Hells Angels. Buchanan frappa Lenti. Lenti sortit une arme et lui tira dessus. Buchanan mourut de sa blessure. Un second membre des Hells Angels présent sur les lieux fut également touché et blessé. Mais voici ce qui rendit cet incident différent des dizaines de confrontations similaires qui avaient eu lieu dans le milieu des motards de l'Ontario au cours des décennies précédentes. Lenti avait choisi cet endroit délibérément. Il expliqua plus tard au détective Angelo De Lorenzi qu'il s'était rendu dans le hall du club pro précisément pour que la confrontation soit enregistrée par les caméras de surveillance. Il ne cherchait pas les ennuis, affirma-t-il. Il voulait des témoins. Il voulait que les images montrent que Buchanan avait porté le premier coup. Dans un monde où les conflits se réglaient dans des arrière-salles ou sur des parkings à l'abri des caméras, Lenti avait mis en scène son affrontement devant l'une d'elles. Après la fusillade, plusieurs membres des Hells Angels contactèrent la famille de Lenti et déclarèrent que Buchanan avait dépassé les limites et que sa mort était justifiée, puisque Lenti n'avait tiré qu'après avoir été frappé en premier. Le secrétaire national des Angels aurait même déclaré que, jusqu'à cette fusillade, il entretenait de bonnes relations avec Lenti et que ce dernier lui avait un jour sauvé la vie. Lenti se rendit à la police dès le lendemain. Il plaida coupable d'homicide involontaire dans la mort de Buchanan, ainsi que de voies de fait graves pour avoir blessé le second membre des Hells Angels. Il fut condamné à 6 ans de prison. 6 ans pour un homicide que l'organisation même de sa victime considérait comme justifié. Pour un homme dont la réputation d'arracher les yeux de ses adversaires
avait poussé le milieu des motards de l'Ontario à se montrer prudent à son égard pendant des décennies. Pour le fondateur du Loners MC, qui avait porté les couleurs d'une demi-douzaine de clubs et survécu à chacune des transitions que le fait de changer de camp entraînait normalement dans cet univers. Le motard velcro. Les patchs continuaient de se décoller, mais Lanty, lui, continuait toujours à s'en sortir. 9. Mark Leroy Denclos. Le Gypsy Jokers Motorcycle Club est présent dans le nord-ouest du Pacifique des États-Unis depuis les années 1950. Ce n'est pas le plus grand club de motards hors la loi d'Amérique. Ce n'est pas non plus le plus connu à l'échelle internationale. Mais l'ATF et le FBI surveillent de près ces chapitres de l'Oregon depuis des décennies, car les Gypsy Jokers ont donné naissance à une forme particulière de violence qui se distingue du trafic de drogue et des conflits territoriaux caractérisant la plupart des activités criminelles des One Percenters. Une violence qui se produit à l'intérieur même de l'organisation, contre les personnes qui étaient censées y être protégées. Mark Leroy Denclos était le président du chapitre de Portland, Oregon. En 2015, un ancien membre du club vola une personne liée au Gypsy Joker. Dans le monde des clubs de motards hors la loi, ce type de transgression entraîne généralement une série de réponses prévisibles. Un passage à tabac, un avertissement, un remboursement imposé. Ce que Denclos choisit à la place fut quelque chose que les procureurs auraient plus tard du mal à décrire, avec des mots capables de transmettre l'horreur de ce qui était réellement arrivé à la victime. L'ancien membre fut enlevé. Ce qui suivit pendant sa captivité fut décrit par les procureurs fédéraux comme une brutalité digne du Moyen-Âge. Les détails révélés au cours du procès étaient suffisamment précis pour que le juge chargé de l'affaire souligne expressément la gravité des sévices infligés. La victime fut torturée, puis elle fut assassinée. Son corps fut éliminé d'une manière destinée à empêcher sa découverte. Denclos fut arrêté et inculpé en vertu des lois fédérales RICO, qui permettaient au procureur de présenter ce meurtre non comme un acte de violence isolé commis par un individu, mais comme l'expression de la culture organisationnelle des Gypsy Jokers et de l'utilisation systématique de la violence par le club pour faire respecter ses règles et protéger ses intérêts. Cette approche était importante, car elle signifiait que toute la puissance de l'appareil fédéral de lutte contre le racket ne visait pas seulement ce que Denclos avait fait, mais aussi ce que le club qu'il dirigeait avait permis et cautionné. Le procès produisit des témoignages reconstituant, avec suffisamment de détails, ce qui était arrivé à la victime pour que plusieurs jurés demandent et déposent durant les passages les plus éprouvants des preuves présentées. Denclos fut reconnu coupable de racket et de meurtre. En 2022, il fut condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais l'affaire Denclos ne s'arrêta pas à une seule condamnation, car Denclos n'avait pas agi seul. 10. Chad Leroy Erickson. Chad Leroy Erickson fut condamné aux côtés de Mark Leroy Denclos pour son rôle dans le même enlèvement, les mêmes actes de torture et le même meurtre de l'ancien membre des Gypsy Jokers à Portland, Oregon, en 2015. Mais la présence d'Erickson dans cette affaire apportait une dimension qui rendait les poursuites bien plus importantes qu'un simple président de chapitre agissant de sa propre initiative. 2 membres dirigeants du même chapitre, tous 2 présents, tous 2 impliqués, tous 2 condamnés. Ce détail est essentiel, car il faisait s'effondrer la défense sur laquelle les organisations s'appuient souvent lorsqu'un seul membre commet un acte de violence extrême. L'argument selon lequel un seul homme est allé trop loin, que la direction n'avait pas approuvé ses actes, que le club ne pouvait être tenu responsable de la décision prise par un individu sous le coup d'un différend. Avec la condamnation d'Erickson aux côtés de Denclos, cet argument n'était plus possible. 2 des plus hauts responsables du chapitre de Portland avaient été présents lors de ce que les procureurs décrivirent comme un acte de violence extrême, planifié et délibéré, contre un ancien membre ayant enfreint le code du club. Les poursuites conjointes engagées en vertu de la loi RICO reposaient précisément sur cette réalité. Les procureurs fédéraux soutinrent que ce qui était arrivé à la victime en 2015
n'était pas l'acte spontané de deux hommes en colère, mais l'expression d'une culture organisationnelle documentée tout au long des décennies d'activité des Gypsy Jokers dans le nord-ouest du Pacifique. Une culture où la réponse du club aux transgressions internes était la violence, et où cette violence était exercée non par des individus isolés, mais par les dirigeants même du chapitre agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles. Erickson fut reconnu coupable des mêmes chefs d'accusation que Denklau, racket et meurtre. En 2022, il fut condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux côtés du président de son chapitre. Les condamnations de Denklau et d'Erickson produisirent ensemble quelque chose que les poursuites individuelles parviennent rarement à obtenir. Un dossier institutionnel démontrant que les dirigeants d'un chapitre avaient conjointement décidé que ce qui était arrivé à cet ancien membre constituait une réponse appropriée à ses actes. Deux hommes, une seule décision, une seule victime, 2 peines de prison à perpétuité et un dossier fédéral qui servira à poursuivre des membres des Gypsy Jokers pendant des décennies. 11. Pastor Fausto Tata Palafox. Le 23 septembre 2011, le festival annuel de moto Street Vibrations battait son plein à Sparks, Nevada. Des milliers de motards s'étaient rassemblés dans la ville pour ce qui semblait être une célébration de la culture motocycliste. Ce soir-là, à l'intérieur du Nugget Hotel and Casino, des membres de 2 clubs qui se tournaient autour depuis des mois se retrouvèrent dans la même salle. Les membres du Vagos Motorcycle Club d'un côté, les membres des Hells Angels de l'autre. Ce qui se produisit ensuite ne dura que quelques secondes. Jeffrey Pettigrew, président du chapitre de San José, California, des Hells Angels, fut abattu à l'intérieur du casino. Des clients terrorisés se jetèrent derrière les machines à sous et se précipitèrent vers les sorties lorsque des coups de feu éclatèrent au milieu du sol bondé du casino de l'hôtel. Un membre des Vagos fut également blessé par balle lors de l'échange de tirs. Lorsque les agents de sécurité arrivèrent, Pettigrew était mort et les Massachusetts responsables se dirigeaient déjà vers les sorties. Dans les heures qui suivirent, cette fusillade sembla être une confrontation spontanée entre 2 clubs rivaux qui avaient dégénéré. Mais les enquêteurs fédéraux, qui passèrent les 6 années suivantes à bâtir leur dossier, conclurent que ce qui s'était produit cette nuit-là à l'intérieur du Nugget Casino n'avait rien de spontané. L'opération avait été autorisée. Et l'homme qui l'avait autorisée, selon les procureurs fédéraux, était Pastor Fausto Ta Palafox, président international du Vagos Motorcycle Club. Palafox avait dirigé les Vagos durant une période d'expansion agressive qui permit au club de dépasser ses bases de California et du Nevada pour s'implanter à Hawaï, en Oregon, en Arizona et dans au moins 7 pays répartis sur 4 continents. Sous sa direction, les Vagos étaient passés à près de 90 chapitres, dont la majorité se trouvait en California et au Nevada. Selon les procureurs fédéraux dans leur acte d'accusation, le club constituait une société fermée dont les membres plaçaient la loyauté au-dessus de tout, affichaient un mépris total pour les règles de la société et maintenaient les témoins dans un état de peur permanent grâce à des actes et des menaces de violence qui rendaient la coopération avec les forces de l'ordre plus dangereuse que le silence. Les procureurs affirmèrent que Palafox avait donné son feu vert au meurtre de Pettigrew avant qu'il ne soit commis, que la fusillade dans le Nugget Casino n'était pas une bagarre ayant dégénéré, mais une opération autorisée au sommet de la structure organisationnelle des Vagos, que le président international du club avait observé l'évolution des tensions entre les Vagos et les Hells Angels au Nevada et décidé que Pettigrew devait mourir. En juin 2017, un acte d'accusation fédérale fut rendu public, inculpant Palafox ainsi que 22 autres membres et associés des Vagos pour complot en vue de participer à une organisation criminelle, meurtre, vol, enlèvement et voies de fait graves dans le cadre d'une conspiration criminelle qui, selon les procureurs, durait depuis plus de 10 ans et s'étendait à la California, à l'Arizona, à Hawaï, à l'Oregon et au Nevada. Palafox fut arrêté à son domicile de Beaumont, California,
lors d'une série de perquisitions coordonnées visant simultanément des cibles dans 3 États ainsi qu'à Hawaï. Mais le procès qui suivit ne fut pas simple. Le principal témoin du gouvernement, un ancien membre des Vagos nommé Gary Rudnick, admit au cours du procès avoir inventé des éléments essentiels de son témoignage, notamment son récit selon lequel Palafox aurait explicitement donné le feu vert pour tuer Pettigrew. Cet aveu plongea l'accusation dans une véritable crise. Les avocats de la défense soutinrent que toute l'affaire reposait sur des mensonges et que leur client était de poursuivi pour une fusillade qui, selon les preuves, relevait d'un acte spontané de légitime défense plutôt que d'un assassinat prémédité autorisé par la direction internationale du club. Le procès dura plusieurs mois devant le tribunal fédéral de Las Vegas. Son issue demeura contestée à plusieurs étapes de la procédure. Palafox et ses co-accusés risquaient la prison à perpétuité pour les accusations de racket et de meurtre. Quelle qu'ait été son issue finale, l'affaire Palafox révéla quelque chose de très précis sur la manière dont les plus hauts dirigeants des clubs de motards hors la loi opéraient au XXIe siècle. Non pas avec des chaînes et du cuir sur un parking, mais avec des structures organisationnelles, une chaîne de commandement et des stratégies d'expansion internationale qui ressemblaient davantage à la gouvernance d'une entreprise qu'à la criminalité, jusqu'à ce que quelqu'un se retrouve mort sur le sol d'un casino du Nevada et que le gouvernement fédéral passe 6 années à remonter l'ordre jusqu'à l'homme qui se trouvait tout en haut. Chaque homme figurant sur cette liste portait un patch affirmant qu'il ne répondait à personne. Les tribunaux ont dit le contraire, mais avant qu'aucun d'eux ne porte ce patch, un homme avait décidé de ce qu'il signifiait et du prix à payer pour le porter. Cliquez sur la prochaine vidéo pour découvrir qui a bâti le monde dans lequel ces hommes ont vécu et sont morts.